Ma fille avait 16 ans quand j'ai découvert qu'elle se prostituait. Ma fille, elle avait 14 ans. Je ne pensais pas que ça existait. C'était pas possible. On ne pouvait pas prendre des jeunes filles comme ça, les mettre sur le trottoir. Ça n'existait pas pour moi. Pas ici en France, ça existait ailleurs. Mais non, pas ici, c'était pas possible. Je ne savais même pas que des enfants ils vont être dans cette situation. On pense plus prostitution des mineurs en Thaïlande, ailleurs et tout. On a plus de mal à l'imaginer à côté de chez nous. On a du mal à imaginer une banalisation, qu'une jeune fille pour 10-20 euros fasse une fellation comme si elle achetait une clope ou comme si elle donnait un bonbon. Les faits ont commencé au lycée. Elle a commencé à rentrer très tard. Elle se rend à des soirées. Elle me dit qu'elle va chez une copine passer une soirée. Elle reçoit un appel et elle se prépare. C'est tous les jours comme ça. Avant, elle est rentrée, mais maintenant, ça fait 2 mois que je n'ai pas vu ma fille. Le rôle des éducateurs, alors déjà, il est de soutenir les familles. Il est également de soutenir ces jeunes filles, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de va-et-vient. Ça peut fatiguer aussi le professionnel, les va-et-vient, parce qu'on se dit, finalement, ça sert à rien ce que je dis et ce que je fais. Et puis, elle a commencé quelque chose qu'elle n'a pas fini. Et puis, j'ai passé des heures à parler avec elle et elle recommence. Non, c'est d'être tout le temps là, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort sur comment établir un lien entre un éducateur et un jeune. Qu'est-ce qui va permettre que le jeune ne se sent pas jugé sur les actes qu'il peut commettre, dont il ne comprend peut-être pas forcément le sens. La première éducatrice, elle m'avait carrément dit d'arrêter de regarder les experts. Je rêvais, c'était pas possible. Je lui disais que ma fille rentrait de plus en plus tard. Quand je le lui reprochais, je lui disais « mais tu n'es pas rentrée ». Elle me répondait « écoute, tu as entendu l'assistante sociale, il faut lâcher du lest ». Elle ne m'a pas cru jusqu'au fameux jour où ma fille a déclaré qu'en effet elle était prostituée. Certains professionnels ont du mal à reconnaître que ça existe, que c'est très grave et que ce n'est pas des choses à prendre à la légère, il faut s'en occuper. C'est assez rare qu'on se soit aperçu de ce phénomène-là pendant les accompagnements. Souvent, c'est après coup. Donc il y a quelque chose de clandestin, quoi. Je pense que ça participe justement peut-être de ce sentiment d'une absence de considération. Il y a aussi, je pense, un manque d'information et un manque de formation chez certains professionnels pour aborder le sujet, l'orienter chez les professionnels, ceux qui pourraient peut-être répondre à cette problématique. Alors j'ai été faire beaucoup de déclarations pour fugue au commissariat. La brigade des mineurs, déjà, ils me voyaient souvent. Ils savaient pour la plupart que ma fille était dans la prostitution, qu'elle était mineure. Dans mon quartier, tous les commissariats de police, ils me connaissent. Jusqu'à me dire qu'ils vont me donner 4 fidélités. Je n'avais même pas encore franchi la porte du commissariat, que la personne me reconnaissait, me disait « ça y est, elle est repartie. Mais vous n'arrivez pas à la gérer, madame? Vous n'arrivez pas à la tenir ?» Alors moi, j'aurais bien aimé que ces gens-là ils me disent comment tenir ma fille lorsqu'on doit se lever pour aller travailler le matin. C'est vrai que moi, je l'ai souvent entendu dans le cadre de mes audiences, des parents qui sont démunis parce qu'on leur dit il y a trop de déclarations de fugue. Et finalement, même les adultes au commissariat se sentent impuissants puisqu'ils ont l'impression uniquement de noter l'existence de ces fugues. Mais en même temps, c'est le seul moyen de savoir d'une part que l'enfant il est en vie et qu'on a des nouvelles. Et parfois, selon le degré de description des fugues, il peut y avoir des éléments intéressants et importants. Alors cet agent regardait les SMS et il m'a dit « mais madame, votre fille se prostitue volontairement? Je vois rien ici qui dit qu'elle est forcée. On ne peut rien faire. » Non, elle n'y va pas volontairement. Je connais aucune petite fille qui dit qu'elle va être prostituée. Ensuite, elle y était peut-être résignée, forcée, contrainte, sous influence probablement. En aucun cas, on ne prend en considération que ce sont des enfants. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Elle est d'accord avec ça. Un mineur qui se prostitue est avant tout un mineur victime qui doit être protégé. Il est vrai qu'on parle souvent de majorité sexuelle avec des mineurs. Or, c'est une notion qui juridiquement n'existe pas, mais le système pénalise le recours à la prostitution. Ma fille est une victime, pas une coupable. Les coupables, ce sont ces individus-là qui profitent justement des jeunes filles un peu naïves. Elle l'a bien déclaré elle-même, elle a déclaré être en danger, être menacée, on avait menacé sa famille. Elle me dit, il y a des gens qui sont derrière nous, et si on ne fait pas, ils vont nous tuer ou ils vont tuer ma famille. J'aurais pu avoir des informations. Non, on ne m'a rien demandé du tout. Moi, mon enquête, je l'ai faite toute seule. Ça m'a brisé le cœur, j'ai eu très mal, mais je l'ai faite toute seule. Effectivement, la maman le dit clairement, sa fille est en danger.
Et à ce titre-là, effectivement, un mineur en danger relève du champ de la protection de l'enfance et donc du champ de l'assistance éducative, du juge des enfants. Et le juge des enfants, il n'est pas là pour chercher un coupable, surtout en matière de protection d'enfance. Donc il est plutôt là pour encourager les parents, pour les rassurer par rapport à ce qui se passe, mais les réinvestir dans leur fonction parentale. Le juge des enfants, il est là pour prendre une décision dans l'intérêt de l'enfant, tout en respectant l'autorité des parents. Je trouve que ça, c'est fondamental parce qu'on ne pourra jamais faire sans les parents. Le prochain rendez-vous, c'était au mois de décembre avec le juge pour enfants qui devait décider ce qu'ils allaient faire de ma fille, quelles solutions ils allaient pouvoir m'apporter. Donc j'attendais beaucoup de ce rendez-vous. Et ça s'est plutôt mal passé. En fait, on m'a dit, elle est trop vieille maintenant, on ne peut plus rien faire. Donc on n'a rien fait pendant 1 an et demi. Et ensuite, quand j'ai été les voir, on m'a dit, on ne peut plus rien faire, c'est trop tard. C'est trop tard, elle est presque majeure, maintenant on ne peut plus rien faire. Je pense que ça, c'est des positionnements personnels qui relèvent de la responsabilité de chacun des juges. Moi, je considère que jusqu'à la veille de la majorité, je dois être présente. Donc c'est pas quelque chose qui va me freiner. Le problème lié à l'atteinte de la majorité civile, donc à l'arrivée à l'âge de 18 ans, c'est que le juge des enfants n'est plus compétent. Arrivé aux alentours de 17 ans et 10 mois ou 11 mois, le juge des enfants sait qu'à 18 ans, il devra clôturer le dossier en assistance éducative et qu'il ne sera plus compétent. Elle a bientôt 18 ans, oui, mais elle ne les a pas encore. Donc elle peut encore être protégée. Elle peut être protégée même si c'est 1 mois avant majorité, elle peut être protégée. Une mesure peut être prise. Les délais d'intervention peuvent être quand même très longs. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des délais de mise en œuvre des mesures qui sont de 3 à 6 mois, voire 1 an. Donc c'est vrai que quand on est dans une situation où une jeune fille elle a 16-17 ans, le temps que les choses se mettent en place, parce que c'est faute de moyens, ça peut être complexe et ça ralentit l'intervention. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut savoir que le juge des enfants, il intervient en dessous de 18 ans, mais il peut permettre aussi qu'il y ait des mesures qui aillent au-delà, dans le cadre de la protection de l'enfance, on peut aller jusqu'à 21 ans. En tout cas, c'était vrai il y a encore pas si longtemps que ça, mais qu'aujourd'hui, ça devient difficile parce que l'aide sociale à l'enfance a de moins en moins de moyens. Donc du coup, pour pouvoir effectuer un accompagnement au-delà de la majorité, c'est extrêmement rare. Pendant ces 1 an et demi, j'ai frappé à tellement de portes, mais je pense que la plupart du temps, je n'ai pas été entendue. Malheureusement, il n'y a pas que 2 mamans dans ce genre de cas. Il y en a tout un tas. J'ai eu l'impression qu'ils faisaient un peu l'autruche, comme si c'était un sujet tabou. Il ne fallait pas en parler, il ne fallait pas que ça se sache, il ne fallait pas que ça s'ébruite. Pour moi, ces gens-là, ils n'ont voulu rien faire. Et ils n'ont pas cherché à m'aider, ils n'ont pas cherché à aider ma fille. Tant que cette pratique ne sera pas reconnue en tant que telle, mais elle ne sera pas traitée. En tout cas, on n'essaiera pas de la traiter. Moi, je peux que regretter et constater qu'il y a très peu de coopération et de préparation en amont, dans la mesure où tout le monde est surchargé en quantité de travail, qu'il y a peu de moyens. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que la coopération, elle se fait non pas dans le cadre, moi je trouve, institutionnel, mais c'est de relations de personne à personne. Je crois qu'il faut que ça devienne une cause. Ça marche comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté, et cette volonté, ça doit être une volonté politique, c'est une volonté aussi des acteurs de terrain. Il faut qu'il y ait une union sacrée, c'est-à-dire être clair sur les droits des enfants, puis l'intérêt de l'enfant, et dire non, stop.